merci à ceux qui nous rejoignent. Alors, je vais commencer comme ça au fur et à mesure. De toute manière, je réexpliquerai certaines choses si certains n'ont pas suivi. Tout est ok pour vous, Christine? Bah super, très bien. Bon, on va commencer. Merci à ceux qui se connectent et qui sont là. Donc bonsoir à tous. Donc je suis Nicolas Bouvier. Et pour me présenter un petit peu, je vais être assez bref, mais je suis un auteur de Dordogne, originaire de Normandie, donc ça m'a fait sourire parce qu'auteur, blogueur et lecteur du Sud, sachant que je suis normand à la base, bon, ça me permet de voyager un petit peu. Voilà, donc j'ai 29 ans et peut-être que certains d'entre vous me connaissent depuis quelques temps. Voilà, je commence, super, merci Florian. Donc voilà, mais en tout cas, si je suis là ce soir, c'est parce que Florian m'a invité et je le remercie de tout cœur. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous, je suis ravi. Alors, comment essayer de faire bref, sachant que j'ai pas mal de choses à vous dire, parce que j'ai un parcours un peu atypique, on va dire. J'ai fait ma scolarité en Normandie, je suis né à Évreux, et en réalité, avant de parler de l'ASCO, puisque c'est aussi l'objet du live, donc voici le livre, j'en parlerai tout à l'heure, mais on va dire que je garde le meilleur pour la fin. C'est que à la base j'ai un parcours d'auteur engagé. Voilà. Alors, bonsoir Laure. Bonsoir Laure, je vois tous vos commentaires, c'est super. Alors justement, à la base, je suis un auteur engagé contre le harcèlement à l'école. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur depuis bientôt 10 ans. En réalité, dans ma scolarité au collège en Normandie, j'ai connu le harcèlement. Donc c'était à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Quand Facebook est apparu, j'étais en fin de troisième. Donc j'ai pas eu les retombées, mais il y avait MSN Messenger à l'époque, hein, donc ça commençait peut-être déjà à mon insu. Mais pendant 4 ans, j'ai connu le harcèlement de la sixième à la troisième. Et donc, j'ai vu aussi l'ampleur du phénomène, justement, avec le cyberharcèlement, les réseaux sociaux par la suite, avec le recul. Voilà. Donc, ma scolarité, elle a été assez particulière, parce que comme j'étais en surpoids, j'étais différent des autres, j'étais mal dans ma peau, j'avais une forme de phobie scolaire, donc tout ça a créé ce phénomène de harcèlement qui a duré tout le collège. Et puis, en août 2005, donc ça va faire 15 ans cette année, eh bien, avec mes parents, on a déménagé après mon brevet des collèges pour s'installer en Dordogne. Donc la Dordogne, c'est un endroit que je connais depuis maintenant plus de 20 ans, puisque la première fois que j'y suis allé, c'était après la Coupe du Monde 98, et on est tombé amoureux de la région. Alors on était du côté de Sarlat, bien sûr, et j'habite à Sarlat maintenant depuis plusieurs années. Et donc voilà, ça a été un moyen aussi de m'évader. Alors je suis allé au lycée à Sarlat, je suis allé en fac de droit aussi à Périgueux. Voilà, sujet très tabou, le harcèlement, évidemment, mais le sujet est quand même grave. Et pour faire une petite aparté rapide, avec le confinement, il y a une recrudescence de cyberharcèlement. Donc évidemment, le cyberharcèlement explose puisqu'on est tous connectés quasiment. Et c'est pour ça que il faut faire très attention. Il y a des numéros verts qui existent. Alors j'aurai l'occasion d'en parler puisque évidemment j'ai consacré des ouvrages sur le sujet. Mais ce que j'ai voulu faire par la suite, c'est eh bien en parler avec des élèves. Alors, je vais essayer de faire simple parce que il y a plein de choses qui se sont mélangées durant mon parcours. En réalité, mon premier roman, c'est celui-ci. C'est Sentiments partagés. Alors, Les Précieuses Écritures, c'est à la base une association que mes parents ont créée, donc en 2010-2011 par là, puisque je ne trouvais pas d'éditeur. Et hier, c'était la journée internationale, la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Et justement, c'est un sujet qui me touche particulièrement, puisque comme la plupart d'entre vous, j'imagine, si ce n'est pas tout le monde, c'est que on ne vit pas de ces livres. Et donc ça, c'est un problème majeur, puisque on contribue au travail, puisque les libraires, les éditeurs, diffuseurs, etc. ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas d'auteur. Ça paraît logique. Le problème, c'est qu'en général, dans la galette, dans le camembert, comme on dit, eh bien, on est les derniers à recevoir et on touche une petite partie. Et moi, le monde de l'édition a été un gros problème pour moi pendant plusieurs années, puisque justement, j'ai été parmi ceux qui ont galéré et qui galèrent encore malgré tout
même après 10 bouquins. Alors j'ai eu la chance pour l'ASCO de trouver Cairn Édition, qui est un excellent éditeur et qui n'a pas une très grosse structure, mais en tout cas ils sont sérieux. Alors ça c'était la petite aparté. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, avec le confinement, on a beaucoup de problèmes pour la maltraitance aussi. J'ai lu l'autre jour qu'un enfant sur 5 mourait, qu'un enfant pardon mourait tous les 5 jours, je crois, sous les coups de ses parents. Enfin, c'est assez catastrophique. Donc le confinement a engrangé ces phénomènes-là. J'ai bien sûr les violences conjugales, puisque c'est aussi un domaine qui m'intéresse. Toutes sortes de harcèlement, quel qu'il soit, m'intéresse, puisque à partir de l'école, il y a eu le travail que j'ai malheureusement connu aussi. Donc voilà, il y a tout ça. Et donc, quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. Comme beaucoup de garçons à l'époque, j'étais amoureux, on va dire, et ces poèmes-là étaient un moyen de m'exprimer. Donc, je me suis rendu compte que j'avais des facilités à écrire. Alors, j'appelle pas ça du talent parce que, comment dire, je considère pas avoir du talent plus que ça, mais je pense avoir des facilités et je les utilise. Et ça m'a toujours, on va dire, frustré de connaître des gens qui avaient des facilités incroyables, qui savaient retenir une leçon sans même aller en classe, par exemple, ou ce genre de choses, et qui n'utilisaient pas, qui gâchaient leur facilité. Donc moi, j'ai essayé d'utiliser mes facilités, et c'est vrai que j'avais ma grand-mère maternelle qui écrivait des poèmes déjà, qui aimait bien écrire. Donc, je sais pas, ça a eu sûrement une incidence parce que l'écriture indirectement m'a toujours fait du bien. Et donc, j'ai commencé à écrire mon premier roman, donc Sentiment partagé, vers l'âge de 17 ans et demi, donc 3 mois avant le bac. J'ai eu l'idée. Alors, c'était pas forcément la meilleure période, mais malheureusement, c'est arrivé comme ça. Alors, à l'époque, je me levais à 3-4 heures du matin pour écrire des poèmes, etc. Et donc, ce livre, Sentiment partagé, ça a été un long travail de 2008 à 2011. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai travaillé sur le livre. Donc j'ai eu pas mal d'étapes compliquées, la remise en question, le fait que j'avais pas forcément fait assez de suspense. Donc j'ai été suivi par un auteur qui s'appelle Jean-Luc Aubarbier, qui m'a préfacé le livre. Et comme je trouvais pas d'éditeur, parce qu'à l'époque j'avais 20 ans et qu'on ne faisait pas confiance aux jeunes, ça n'a pas trop changé depuis, hein, mais comment dire, à l'époque, il y a 10 ans, un auteur de 20 ans, qu'est-ce qu'il a raconté? C'est souvent ce qu'on me disait. Qu'est-ce que vous avez vécu à 20 ans? Alors justement, moi j'avais vécu des choses dont on ne parlait pas dans l'actualité. Et on va dire, paradoxalement, c'est ce qui m'a sauvé malgré le sujet difficile. Et donc, comment dire, après 3 ans de travail, l'association a été créée en 2011 et donc à compte d'auteur, j'ai publié le livre et donc mes parents m'ont soutenu dans cette démarche et je leur en remercie encore aujourd'hui, sachant que le 4 décembre 2011, j'ai fait mon premier salon du livre. Un mois avant, j'étais passé en tant que lecteur à la Fort Livre de Bride et j'avais rencontré Méline Tombe avec BD, etc. Donc des auteurs que j'aimais bien, dont je lis les ouvrages, hein, il y en a qui sont dans la bibliothèque d'ailleurs, pas que là, mais à côté aussi. Et donc, j'ai voulu vraiment parler de ça. Et voilà. Alors oui, j'en profite d'ailleurs pour saluer les nouveaux arrivants. C'est vrai que je vois que ça a grossi un petit peu. Donc, bienvenue à ceux qui y arrivent. N'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Voilà. Donc, ah oui, j'ai pas fait défiler les commentaires, c'est pour ça. Je suis resté sur le début. Noël. Désolé, je parle et puis je regarde pas en même temps. Alors, Christine. Bonsoir, Rim. Voilà. On ne fait pas confiance non plus aux vieux. Ouais, bah, non. Malheureusement, non. Alors, je voudrais pas polémiquer, mais on entend des vertes et des pas mûres sur le virus. C'est vrai qu'un vieux qui meurt, c'est une retraite en moins, mais bon, quand même, faut pas. Moi, je sais que j'ai ma grand-mère qui est confinée toute seule. Je l'appelle au moins tous les 2 jours, etc. Et moi, je sais. Alors, justement, je rebondis sur ce commentaire-là parce que ça sera l'objet d'ailleurs de mon prochain livre qui sortira, je ne sais pas quand, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. J'essaie de trouver un éditeur en ce moment. Bon, je le donne en exclusivité, j'en avais déjà un peu parlé, mais ce sera mon autobiographie en fait. Donc là, ce que je vous raconte ce soir, c'est un petit peu une partie du livre déjà, on va dire. Mais moi, j'ai grandi avec des vieux, si je puis dire, des seniors, des gens qui, voilà, qui ont connu les 30 glorieuses, qui sont d'avant et d'après-guerre. C'est ce que j'explique dans le livre. Donc j'ai toujours été différent parce que déjà, quand j'étais à l'école, j'étais pas comme tout le monde.
à écouter les années 70 à un moment du rap ou du punk, à m'habiller assez ample parce que j'étais en surpoids, donc je ne supportais pas mon corps. Donc j'ai eu plein de problèmes comme ça, et j'écoutais pas la même musique, et je me coiffais pas comme tout le monde, etc. Donc du coup j'ai été marginalisé très vite, et ça m'a longtemps suivi. Mais voilà, malgré tout, c'est une force pour moi. Et donc par la suite, oui, je disais donc, euh, pour pas perdre le fil. Alors la sortie prévue pour quand? Bah, pour l'instant, j'y travaille. C'est comment dire, c'est le livre peut-être que j'ai eu plus de difficultés à écrire. Il est politiquement incorrect. Alors moi, je suis comme ça. Je préfère prévenir ceux qui n'ont pas l'habitude. Ah oui, pardon, je parlais des éditeurs pour les vieux, d'accord. Ok, je comprends. Mais comment dire, moi, je suis quelqu'un d'assez cash. J'ai pas de faux semblants. D'ailleurs, sur mon profil, je l'ai marqué politiquement incorrect et sans langue de bois. Parce que je pense que le harcèlement aussi m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est qu'à force de se taire, eh bien, on subit. Et pour avoir subi plusieurs années, j'ai rencontré des anciennes victimes qui ont subi voilà, pendant plus de 10 ans. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer, c'est assez atroce, et finalement, j'ai fini par relativiser ma situation, même si elle était terrible. Voilà. Donc, par la suite, après ce premier roman, ben, je me suis pas arrêté parce que j'avais dans l'idée de faire une trilogie, et cette fois j'ai sorti Scrupule en 2012, d'accord. Donc ces livres-là, ils sont disponibles très peu en librairie parce que le réseau de distribution avec mes parents c'était compliqué. Ils ont surtout fait ça pour m'aider. Je voulais pas passer par l'auto-édition parce que financer son travail, etc., travailler à perte si jamais on vend pas, on savait pas du tout ce que ça allait donner. Moi, quand j'ai fait le livre, j'ai dit tiens, je vais le sortir, on verra bien. Voilà, je pensais pas, surtout pas me faire du fric avec, parce que j'ai souvent entendu que comment dire, faire parler, écrire sur le harcèlement, c'était pour se faire du fric. Je trouvais ça insensé. Alors, comme j'ai un homonyme qui est très connu, puisque je m'appelle Nicolas Bouvier, et il y a eu un Nicolas Bouvier au XXe siècle qui est très écrivain, un voyageur suisse. J'y suis pour rien. Sur ma comment dire, ma mon attestation de naissance, mon livret de naissance, c'est mon nom. Je vais pas le changer pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, donc j'assume. Et le nombre de fois où j'ai pas vendu de livre parce qu'on me confondait avec mon homonyme, ça m'est souvent arrivé. Donc c'est pas forcément une chance, mais je prends comme un signe du destin, comme si finalement c'était un coup de pied au derrière pour m'inciter à repousser les limites, et c'est ce que j'essaie de faire année après année. Voilà. Donc du coup, Scrupule, alors, j'ai pas raconté, c'est vrai, l'histoire de Sentiments partagés. Donc, Sentiments partagés, c'est un roman qui mêlait un témoignage, c'est-à-dire que mon personnage s'appelle Jérôme Marchand, c'est un adolescent de 13 ans qui vit le harcèlement parce qu'il est défiguré. Donc, quand il a commencé sa carrière à l'école, l'histoire commence en quatrième, en fait, oui, en quatrième, et se termine en fin de troisième. Et mon personnage, lui, a connu un accident de voiture à l'âge de 10 ans, revenant de vacances dans les Alpes avec ses parents et avec sa petite sœur. Sa petite sœur décède dans l'accident. Donc déjà, il se sent coupable de sa mort. Et ensuite, lui, il se retrouve défiguré. Donc on le surnomme Frankenstein. Et donc à l'école, il va devoir se battre pour se faire accepter, sachant qu'un jour, il sort de l'école, il se fait agresser par une des racailles du collège qui a 2 ans de plus que lui, entre guillemets, qui est un petit branleur, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, et c'est malheureusement, il y a eu du vécu, donc c'est pour ça que j'en parle. Moi, j'ai été victime en quatrième d'un mec qui avait 17 ans, donc à 17 ans en quatrième, c'est quand même assez dramatique, et j'en parlais pas. Et la loi du silence, elle a été très forte, et elle a duré pendant longtemps, et c'est très long de vivre le silence quand on est serré en étau et qu'on a envie d'en parler, mais qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur des conséquences. Et dans les années 2000-2005, le harcèlement, on n'en parlait pas du tout dans les médias. C'était un sujet tabou. Alors justement, durant cette bagarre qui oppose Jérôme à Jonathan, son pire ennemi, il y a une fille qui s'appelle Julie qui intervient et qui va sauver Jérôme. Et donc il s'avère que Julie est l'ancienne petite amie de Jonathan, et Jérôme va avoir un coup de foudre pour elle. Donc là, on va se demander si les sentiments peuvent être partagés, si ils resteront soit une amitié possible, soit un amour certain. Donc là, je vous laisse évidemment suspense, sachant que de toute façon, sur mon
Je vais le mettre en commentaire pour que ce soit plus simple. Je l'ai déjà marqué, j'ai mis en commentaire d'ailleurs pour cette vidéo comment dire, mes liens pour Twitter, Instagram et ma page officielle. Alors oui, ta question Alain sur les établissements scolaires, je vais y venir parce que justement j'ai prévu. Mais je te dis, hein, c'est un long processus mon parcours, donc 1 heure je vais essayer de tenir. D'habitude je fais 2 heures moi en conférence, donc voilà. Alors justement, j'essaie de pas m'éparpiller sur les sujets parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors Scrupule, quand je l'ai sorti en 2012, au moment de l'écriture, il y a eu la première campagne de prévention et c'est là où j'allais dire ma vie a changé en tant qu'auteur. Je me suis fait remarquer parce que en décembre 2011, quand j'ai publié Sentiments partagés, je suis arrivé au salon de Sarlat, il y avait 36 auteurs, j'étais le plus jeune auteur du département, j'avais 21 ans à l'époque, je connaissais quasiment personne. Alors je connaissais un peu de monde quand même parce que j'avais fréquenté les salons pendant 1 an, le temps de m'habituer à mes futurs collègues, si je puis dire, et j'avais rencontré des gens super. Dont un dont je parlerai tout à l'heure puisqu'il m'a fait la préface du mon livre sur l'ASCO. Et donc à ce salon, il y avait notamment les auteurs comme Jacques Raven, bien connu pour ses bouquins notamment sur la franc-maçonnerie. Et donc par la suite, ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis fait remarquer par les médias et c'était assez inédit, on va dire, surprenant d'avoir un auteur aussi jeune dans un salon. Alors, j'avais un trac terrible, je vous laisse imaginer, sachant que j'avais jamais vendu de livre en public. Voilà. Donc je me suis fait la main, on va dire, et puis j'étais étudiant en droit à l'époque en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, le 3 janvier 2012, il y a eu un suicide d'une jeune fille qui s'appelait Pauline Fourment et qui s'est suicidée à cause du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc ça a fait un écho national. Le gouvernement a lancé une campagne de prévention sur le harcèlement. Et donc par la suite, voilà, j'ai commencé à me faire connaître. Il y a eu un article dans Sud-Ouest qui était assez élogieux à mon égard. Et il y a eu même la télé qui m'a contacté. Alors à l'époque c'était Énergie 12 pour une émission qui devait s'appeler Victime. Et donc par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait de la télévision. Alors j'ai fait un reportage qui est sur ma chaîne YouTube Nicolas Bouvier, qui a eu plus de 20 000 vues, puisque c'est un reportage donc en printemps 2012, donc il y a 8 ans cette année, et où je parle de mon parcours. Alors je reviens dans mon ancien collège à Louviers, puisque j'ai habité à Louviers. C'est là où j'ai connu le harcèlement, dans un collège privé. Mais bon, privé ou public, peu importe. Et donc, ce reportage n'avait jamais été diffusé. Donc, je l'avais fait pour rien. Pendant 5 ans, j'ai attendu. J'ai relancé, etc. Rien. Donc, c'est là pour vous dire que la télé, il y a du bon et du mauvais. Et finalement, un jour de décembre 2017, alors que je travaillais à l'ASCO, j'apprends que le reportage passe par hasard sur RMC Découverte. Donc, Énergie avait abandonné l'idée et RMC Découverte, finalement, a repris les rênes. Donc, j'ai essayé de garder ça pour le mettre sur YouTube et j'ai essayé de faire connaître le combat comme ça parce que je présente Sentiments partagés justement à la fin du livre et on voit mon parcours d'ancienne victime à auteur engagé, etc. Voilà, donc pour l'instant c'est on va dire une des vidéos qui correspond le mieux à mon parcours concernant ce sujet. Alors concernant les conférences, je vais y venir parce qu'on n'est pas encore arrivé au stade des conférences. En 2013, je poursuis. Alors Scrupule, c'est quand même un livre qui est assez, on va dire, centré sur le harcèlement, c'est-à-dire que mon personnage, donc toujours Jérôme Marchand, cette fois rentre au lycée Albert Camus, donc il a 15 ans, et puis il essaye de retrouver le chauffeur qui a créé l'accident de voiture, puisque l'accident de voiture n'est pas un accident naturel, si je puis dire. Enfin, c'est un accident naturel, mais le chauffeur qui a créé l'accident, il s'est enfui. Et donc, il y a toujours cette culpabilité de Jérôme qui a eu sa vie détruite à cause de ça, notamment à l'école, mais aussi dans sa vie personnelle. Et donc, il veut venger sa petite sœur et retrouver, comment dire, son assassin en quelque sorte. Et donc, il va se rendre compte que finalement, plus il va remonter vers le chauffard, et plus il va en apprendre plus sur lui, mais pas forcément des bonnes choses. Et donc, on va voir qu'il y aura progressivement une confrontation entre les deux, sachant qu'en parallèle, ses camarades qui le harcelaient au collège continuent au lycée, et sous différentes formes. Donc là, j'ai utilisé aussi l'actualité à l'époque avec les faits divers. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué et que j'ai remis indirectement dans le livre. Un jeune de 17 ans qui prend rendez-vous sur Facebook et puis qui décide justement d'y aller. C'est un ancien harceleur qui décide
de faire la paix avec lui. Puis finalement, quand il arrive sur les lieux, le jeune homme qui a accepté le rendez-vous se fait matraquer par 3 gars avec des battes de baseball. Donc voilà, ce genre de choses. Alors, je vais essayer de répondre aux questions en même temps sur le côté. Voilà. D'accord, j'ai refusé d'en parler à mes proches. Je comprends, Chromebooks. Je comprends. Alors, juste avant de parler des conférences, parce que les conférences, en fait, ont commencé en 2014. Mais avant, en 2013, j'ai eu Renaissance. Voilà. Donc ça, c'était en fait ce que j'appelle la trilogie de Jérôme Marchand. Voilà, j'ai pas trouvé mieux comme nom. Alors, je précise aussi, parce que c'est souvent une question qu'on m'a posée, comment dire, ce qui m'a inspiré pour l'écriture, parce que j'ai pas été toujours un grand lecteur. La lecture, je l'ai vraiment reprise en 2015. Je lis à peu près 200 livres par an, donc je suis vraiment un passionné. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été de la génération Harry Potter, et Harry Potter a tout changé dans ma vie. Et d'ailleurs, ce sera un des thèmes de mon prochain livre, parce que Harry Potter m'a transporté à un point que j'aurais jamais cru au départ, sachant que je raconte comment j'ai découvert Harry Potter, et ça fera en rire plus d'un, parce que franchement, j'aimais pas lire à l'époque et je me suis mis à être totalement fan, à tel point que j'avais envisagé d'écrire un bouquin sur la saga, et apparemment l'idée avait déjà été prise par quelqu'un, mais je désespère pas. Donc voilà. Donc petite aparté encore une fois, mais voilà, Renaissance, le 3e livre, d'accord. Alors Renaissance, c'est un thriller psychologique avec une petite part d'autobiographie, certes, mais parce que j'étais étudiant en droit à l'époque, et mon personnage donc est devenu étudiant en droit, et là il sait qui est le chauffard exactement, et donc ça va être un peu, entre guillemets, j'allais dire comme Harry et Voldemort dans Harry Potter, c'est un petit peu ça. Donc il y a vraiment ce côté-là. Alors, mes livres, ils sont pas beaucoup en format numérique. En fait, pour être clair, il y a que Lascaux, mon dernier livre, parce qu'il est chez Cairn. Et Cairn, bon, il fait du papier et du numérique. Mais je crois qu'il y a que lui. Voilà. Mais Harry Potter, voilà, ça m'a, voilà, transporté. Ma chambre, c'était devenu un musée de posters. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ma chambre chez mes parents. Et voilà, donc Harry Potter, j'ai revu la saga la semaine dernière. Alors je sais qu'elle passe à la télé en ce moment. Je connais les répliques par cœur. Je suis allé au musée à Leavesden Studio à Londres. J'étais ému parce que j'avais toute ma vie qui se retrouvait là-dedans. Donc voilà, ça fait 20 ans moi que je suis fan. Et voilà, donc par la suite, il n'y a pas de mauvais livre, c'est vrai. Alors, ce qui est par la suite assez intéressant, c'est que Renaissance pour moi, c'était la fin de la trilogie. Ensuite, quand j'ai démarré ma carrière, c'est pour ça que c'est pas évident de raconter dans l'ordre chronologique mon parcours, parce qu'il y a eu pas mal de choses. C'est en étoile en fait. C'est une toile d'araignée. C'est-à-dire que en 2012, alors que je passais mes examens à la fac, donc l'été 2012, je reçois une lettre à l'administration de la faculté d'une dame qui s'appelle Elisabeth à l'époque, et qui m'écrit la chose suivante: voilà, je vous ai découvert dans la presse. Votre article m'a ému, m'avait fait penser à mon petit-fils. J'ai raconté la vie de mes parents entre 1933 et 1957, et j'aimerais que ce soit vous qui écriviez ce livre. Quand j'ai reçu cette lettre, j'y croyais pas. Je me suis dit waouh, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et ça a donné en 2014 ce livre, Une famille en danger. Il me reste quelques exemplaires chez moi. Donc pour ceux qui sont intéressés, sur mon site internet, il y a un onglet contact sur nicolasbouvier.fr. Je peux en envoyer par la poste. En plus, bon, il est à 8 euros. Voilà, il est pas très cher. Mais c'est un ouvrage qui est assez poignant. Pour moi, c'est une grande fierté parce que j'ai joué le rôle d'écrivain public. Voilà. Et écrivain public, c'est pas, ça s'improvise pas. Et moi, j'étais pas sûr d'être apte pour le travail. Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez choisi moi alors qu'il y a des centaines d'historiens plus qualifiés que moi? Elle m'a dit, j'ai eu envie de vous donner votre chance. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser passer cette occasion-là. Elisabeth était un petit peu une grand-mère. Et finalement, j'ai vraiment été heureux, sachant qu'on a eu la chance de publier le livre de son vivant. Et malheureusement, le 1er mai 2015, elle nous a quittés. Et ça m'a fait une grande tristesse parce que maintenant, c'est un hommage que je lui rends à travers ce livre. Sur la photo, elle est ici, donc elle a 10 ans à l'époque. La photo date de 1940. Donc en plus, 80 ans cette photo. Et puis
avec notamment, alors j'essaie de vous montrer, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, des photos de famille. Alors, l'histoire en fait, c'est que elle a quitté la Hollande en 1930. Ses parents, justement, avaient comme ami, se disant, un avocat qui leur disait que la France était l'Eldorado. Il s'est avéré que c'était un escroc, mais voilà, cet avocat leur a dit allez dans l'Oise, il y aura du travail pour vous. Alors ils étaient meuniers, ses parents, Elisabeth, c'était une grande famille, hein, c'était une famille nombreuse, ils étaient 6 frères et sœurs. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans l'Oise, ils ont commencé à travailler, puis ils sont fait rejeter. Alors ils n'étaient pas juifs parce qu'elle s'appelle Elisabeth Ackermans, mais elle m'a assuré qu'ils n'étaient pas juifs. Ils étaient juste hollandais, mais on est dans les années 30, hein, donc Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933, donc c'est une période très complexe, même en France. Et donc ils vont faire plusieurs départements, l'Oise, la Côte d'Or, le Lot, la Dordogne. Et c'est en Dordogne qu'il y a le plus d'histoire, puisqu'elle a connu, d'ailleurs pas très loin de chez moi, la résistance, les maquisards, etc. Mais le livre n'est pas que, on va dire, sanglant sur la guerre. C'est aussi une histoire familiale, c'est-à-dire le respect. Et en fait, si elle a écrit ce livre en premier lieu, c'est pour dire merci à ses parents, de la manière dont ils ont été élevés, de la manière dont ils ont montré leur amour, etc., même dans les moments difficiles. Et son père, finalement, était un héros, mais anonyme, puisqu'il avait une particularité, c'est qu'il parlait allemand. Et il a été torturé par les Allemands, parce que les Allemands pensaient qu'il cachait quelque chose. Et en fait, ça n'a pas été forcément une bonne chose pour lui de parler allemand, parce qu'il a subi pas mal de choses. Mais il a un jour sauvé tout un village, puisque c'était communiste. Et du coup, voilà, il a quand même été un héros malgré lui, alors que justement, il était juste altruiste. Puis voilà, il voulait pas faire partie de ce système-là. Donc, Elisabeth, quand elle me racontait ça, elle avait une particularité, c'est qu'elle écrivait d'abord, et ensuite, quand je venais la voir, eh bien, on travaillait ensemble. Et elle m'a dit, vous m'avez fait retrouver la mémoire, parce qu'elle, en fait, tout est basé sur sa mémoire. C'est-à-dire que je n'ai pas fait, j'ai fait quelques recherches historiques, bien sûr, je me suis aidé de certains ouvrages, de certains auteurs, mais si vous voulez, moi, le but, c'était pas de faire un livre d'histoire. C'est-à-dire une petite histoire dans la grande histoire. Et donc, j'ai vraiment voulu partir de sa mémoire pour étayer un petit peu, pour expliquer certaines choses. Et ces photos de famille que je vous ai montrées à l'instant dans le livre, ce sont ces photos de famille à elle. Elle ne voulait pas les mettre au départ dans le livre et j'ai convaincu de le faire parce que je me suis dit que ça permettrait vraiment de pimenter tout ça et vraiment d'apporter quelque chose. Pardon. Alors justement, en 2014, je publie le livre au moment de l'anniversaire de la Libération, voilà, donc les 70 ans. Et puis, au mois de mars, je reçois un message d'une bibliothécaire de Gaillac, dans le Tarn, qui me dit, voilà, Monsieur Bouvier, j'ai découvert, parce que je faisais partie à l'époque on va dire, d'une communauté d'auteurs du Sud-Ouest. D'ailleurs, j'avais une médaille à l'époque. C'était le site C'est à lire. Voilà. Hop là. J'essaie de pas le faire tomber. Voilà, une petite médaille. Parce que bon, j'étais fidèle et je venais au salon du livre à Négropolis, à Montclar de Quercy, etc. Et puis on m'a dit voilà, j'ai découvert que vous luttiez contre le harcèlement à l'école. Est-ce que ouais, je tousse dans mon coude, c'est mieux, c'est hygiénique. Et voilà, est-ce que ça vous dirait de faire une conférence? Bah, j'aurais dit écoutez, j'en ai jamais fait de ma vie. Alors j'avais 24 ans à l'époque, je savais pas trop. Enfin voilà, c'était compliqué. Et je lui dis bah écoutez oui. Alors je l'ai fait à l'ancienne ma conférence, c'est-à-dire avec du papier. Voilà, sans PowerPoint, etc. Je savais pas utiliser ça à l'époque. Et donc, je suis arrivé dans la médiathèque de Gaillac, il y avait plus de 50 personnes, la salle était bondée, ils refusaient quasiment du monde. J'avais un trac incroyable. Et puis, bon, la conférence ne s'est pas très très bien passée. En réalité, alors j'ai essayé de m'expliquer, etc. J'étais pas très à l'aise. Mais en fait, c'est quand je parlais des solutions à proposer contre le harcèlement, et ça a dérangé beaucoup. À l'époque, je parlais parce qu'il y avait eu des faits divers concernant les armes blanches dans les écoles, des coups de poignard, etc. Et donc, j'avais proposé des détecteurs de métaux à l'entrée des écoles. Par contre, j'ai toujours été pour le port de l'uniforme, et ça, je maintiens, parce que pour avoir été discriminé à cause de mes vêtements, à cause de mon apparence, j'ai toujours pensé que l'uniforme était la meilleure solution. La blouse, comme il y avait pour nos parents ou nos grands-parents. Donc voilà, il y a des solutions comme ça dont j'ai débattu, et donc on m'a traité de facho, de nazi même.
Voilà, donc je me suis pris la tête avec certains parce que je suis resté campé sur mes positions et je me faisais attaquer, même limite insulter. Il y avait une dédicace qui était prévue après, bah finalement elle n'a pas eu lieu parce que j'avais été trop long dans la conférence. Alors j'espère que je serai pas trop long ce soir, mais surtout bah, certains sont partis fâchés. Mais je me suis dit de toute façon c'est, j'allais dire la rançon de la gloire, pas vraiment, mais je veux dire c'est le risque à prendre, c'est le prix à payer si on voilà. Et donc, à partir de là, je pense que j'ai commencé à être politiquement incorrect et à me dire de toute façon, moi, la bien-pensance, ça ne m'intéresse pas. Tous ceux qui pensent la même chose, ça ne m'intéresse pas. Et donc, sur le harcèlement scolaire, il y a eu tellement de tabous, de mensonges aussi, parce que le nombre évoqué par le ministère est totalement faux. Il y a bien plus que 700 000 victimes par an et des chiffres qui ont quasiment 10 ans. On tourne avec les chiffres qu'on a pu regrouper à l'extérieur à 2 voire 3 millions par jour. C'est-à-dire que c'est la population, j'allais dire, c'est 2 fois Marseille à peu près. Donc voilà, c'est assez énorme. Et donc voilà, je ne pouvais pas rester là-dessus. Et quand j'ai fait la promotion de Renaissance, d'ailleurs, je l'avais fait sur France 3 à l'époque, sur France 3 Paéga, Aquitaine même. Et j'avais été attaqué par certains syndicats, très haut placés d'ailleurs, qui me disaient que j'étais quelqu'un de dangereux parce que je voulais me servir du harcèlement pour me faire du fric. Voilà. Donc je me suis fait des ennemis, mais finalement ça me dérange pas. Au contraire, ça me rassure et puis ça me m'incite. Voilà. Et d'ailleurs, dans mon prochain livre, bah, indirectement, je dis merci à mes ennemis parce qu'ils m'ont envie bah, d'aller plus loin et puis voilà, d'aller leur dire d'aller voir là-bas si j'y suis en quelque sorte. Voilà. Il faut avoir le courage de ses opinions. Voilà. Moi, comme, comme je dis souvent, on peut pas plaire à tout le monde, sinon on plairait à personne. Voilà, si on veut plaire à tout le monde, on va plaire à personne au final, parce qu'on a tous des idées, si on respecte les autres, etc. Et voilà. Et c'est vrai que je me suis exprimé sur Facebook sur certains sujets, notamment sur le coronavirus ou autre chose, sur l'affaire Polanski aussi, je me suis exprimé. Et voilà, j'ai des positions et je les maintiendrai. Voilà. Alors, par la suite, souviens-toi, en 2015. En 2015, c'est une année pour moi qui est difficile. Difficile sur le plan. Alors déjà, on a eu les attentats de Charlie Hebdo, évidemment. Donc moi, je fonctionne toujours avec l'actualité. C'est un de mes credos et l'actualité m'a toujours nourri intellectuellement et d'inspiration. Moi, je suis pas un écrivain qui travaille 5 heures par jour à écrire. J'en suis incapable déjà parce que je l'aurais l'impression de me forcer. Et l'écriture, pour moi, c'est une liberté. C'est-à-dire que à partir du moment où on se force à écrire, c'est toujours contre-productif pour moi, je parle. Alors, par la suite, bah, j'ai toujours écrit quand j'avais l'inspiration. Voilà. Donc, heureusement pour moi, je touche du bois. La page vierge, je l'ai pas connue. Alors, il m'est arrivé ces derniers mois, depuis à peu près 6 à 9 mois, de beaucoup douter sur mes futurs livres, sur mon futur littéraire, pour raison simple, parce qu'à force de ne pas trouver d'éditeur, on se dit mais voilà, est-ce que ça sert à quelque chose quoi. Mais voilà, j'ai retrouvé l'espoir progressivement parce que j'ai des contacts qui m'ont rassuré, qui me soutiennent. Et je voudrais les remercier ici que c'est important d'être soutenu parce que l'écriture c'est une activité solitaire. C'est pour ça que le confinement, moi, ça me dérange pas. Je suis casanier. Au contraire, alors moi je travaille à l'ASCO, qui est considéré comme un musée, donc je vais pas reprendre du travail avant mi-juillet, si ce n'est avant la fin de l'été. Donc j'en ai facilement pour 3-4 mois encore. Donc moi ça me dérange pas, je travaille un manuscrit en ce moment, il n'y a aucun problème, mais je comprends très bien tous ceux qui ont des soucis avec le confinement. Voilà, donc c'est toujours, on a toujours une manière de voir, on vit chacun à notre manière en confinement. Mais moi, je suis un très grand cinéphile aussi. Je regarde énormément de films. D'ailleurs, depuis le confinement, j'en suis à plus de 60 depuis un mois et demi. Et voilà. Donc, ça me dérange pas. Je lis beaucoup. Et du coup, souviens-toi. Donc, c'est arrivé à une année où j'ai perdu mon grand-père maternel. Et du coup, ce livre lui rend hommage. Il lui rend hommage parce que justement, c'est un roman qui fait voilà. Et moi, j'aime bien les auteurs comme Gilles Le Gardinier, Agnès Martin-Mugan, Rélie Valogne, etc. Les auteurs modernes, je considère un contemporain. Et donc, par la suite, j'ai voulu justement, à travers ce livre, je me suis inspiré d'un film qui s'appelle Les Ambitieux, qui date de 2006, avec Éric Caravaca et Karine Viard.
Et ce film-là était une révélation pour moi. À l'époque, j'étais à Carcassonne, j'étais en formation pour l'accompagnement touristique, et j'ai fini par travailler d'ailleurs à la Carcassonne, qui a été une très belle expérience. Mon genre de lecture, il est assez divers, mais en fait, ce que je ne lis pas, c'est essentiellement la fantasy et la science-fiction. Ou alors c'est rare. Faut vraiment que ça me plaise, parce que depuis Harry Potter, je peux plus, parce que en fait, j'ai l'impression à chaque fois de retrouver la saga, et pour moi, Harry Potter, c'est là, quoi. Je peux pas faire, voilà. Et donc, sinon, je lis tout. J'adore les bouquins politiques, les essais. Là, j'ai commandé chez mon libraire des livres. Ça peut être sur la science, ça peut être sur, alors des romans. J'aime beaucoup les romans, bien sûr, les polars, les policiers, les thrillers, mais aussi sentimentaux, les bouquins qui font du bien. Les autobiographies, les biographies. J'ai pas de limite vraiment. À part, oui, fantasy polar. Même le développement personnel, je lis aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire, je lis tout ce qui vient sous la main, tout ce qui me vient sous la main. De toute façon, lire, c'est pour moi devenu vital. Une journée sans lire, c'est une journée de perdu. Voilà. Euh, alors, Crockbooks. Vos propos sont rassurants, j'ai une idée de roman en tête, mais je ne parviens pas à m'y mettre. Auriez-vous des conseils pour un auteur en herbe? Déjà, faire un brouillon avec les idées. Avec les idées, déjà, vous voulez écrire sur quoi? Vous voulez quel genre vous voulez mettre? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est voilà? On pourra en parler en privé si vous voulez. Vous pouvez même m'écrire sur mon site internet pour que je vous donne des conseils. Après, moi, je suis pas comment dire prof d'écriture. Je n'ai jamais fait d'atelier d'écriture. Alors c'est peut-être un tort, mais c'est quelque chose moi qui me alors c'est bizarre de dire ça, peut-être que c'est une erreur, mais c'est quelque chose qui m'handicape un peu parce que comment dire, j'ai peur peut-être de pas de voir mes failles, mais euh, de me comparer aux autres. C'est-à-dire que je le perçois un peu pas comme un concours, mais pour moi la littérature, enfin l'écriture, ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que l'écriture, on l'a ou on l'a pas pour moi. Enfin après c'est peut-être une erreur de penser ça, hein, je peux le comprendre. Moi je comprends très bien ceux qui font des ateliers d'écriture, mais pour moi déjà l'inspiration c'est quelque chose, ça ne s'apprend pas l'inspiration. C'est on a une idée et on le met sur le papier. Moi je fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'une idée de bouquin, tiens j'ai vu un film, ça fait penser à quelque chose. Puis moi j'ai une mémoire en tiroir, c'est-à-dire que quelque chose me fait penser à autre chose, etc. Donc après on me dit que j'ai une mémoire en étoile. Et vous l'avez peut-être vu, je pars sur un sujet, je finis par dévier sur un autre, etc. Donc je peux pas m'arrêter. Et donc voilà. Donc après le brouillon, alors j'en fais très peu finalement parce que je les suis très rarement, mais là, le manuscrit que je travaille, j'ai fait un premier jet, ensuite deuxième jet sur l'ordi, mais j'écris à la plume, hein. J'écris au stylo plume sur ma feuille de papier à l'ancienne, et c'est comme ça que et en musique toujours. J'ai toujours écrit en musique et c'est ça qui m'a aidé. Voilà. Et donc par la suite, voilà. Donc souviens-toi, c'est un livre que j'ai écrit en 3 mois, il y a 5 ans. C'est-à-dire que à partir du film Les Ambitieux, j'ai écrit un bouquin où justement Hugo et Anne gèrent une charmante librairie à Périgueux. Le jeune homme se rêve en tant qu'écrivain, mais il pense qu'il n'est pas capable de ça. Donc sa collaboratrice Anne, dont il est secrètement amoureux, qui est en même temps sa meilleure amie, va l'encourager. Et finalement, c'est un livre où j'ai voulu écrire d'une manière assez, j'allais dire précieuse, si je puis dire. Mais voilà, par exemple, je cite un passage, des lettres, des mots, des livres, des bibliothèques, une librairie, tel était son univers. Lire, c'était sa vie. Sans cela, il n'existait pas. Mais il y avait une chose encore plus importante pour lui, l'écriture. Il se sentait fait pour ça. Les mots lui venaient naturellement, tombant du ciel entre deux idées. Cet homme n'avait jamais songé à autre chose qu'à coucher des mots sur un morceau de papier. Depuis l'enfance, il rêvait de publier un livre pour laisser une trace dans l'histoire, à sa famille, à ses proches. Voilà. Donc c'est un livre justement qui est sorti en 2015. Je possède quelques exemplaires chez moi et qui a été primé en 2015. Donc ça c'est une de mes plus grandes fiertés. Je le mets comme ça. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc j'ai fait un petit salon du livre à côté de Figeac. L'association Artelis m'a primé pour ce livre et j'ai reçu aussi on va dire une forme de nomination que je faisais un salon du livre à Mazamet.
Et dans ce salon de ville, il y avait aussi des petits trophées pour ceux qui étaient nommés. Moi, j'ai été nommé dans la catégorie, je crois, prix du roman sentimental, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait quand même plus de 100 ouvrages en compétition, hein, donc il y a des tris, etc. Donc, c'était une grande fierté parce que, à l'heure actuelle, il y a encore des lecteurs qui aiment ce livre. Et pour moi, c'est un livre pour se faire plaisir, hein. Il n'y a pas de sujet sensible en particulier. C'est vraiment un hommage à la littérature. C'est aussi un hommage aux jeunes auteurs qui démarrent et qui ont des difficultés pour se lancer. Donc, c'est un clin d'œil aussi à mon parcours. Voilà. Alors, en genre de musique, j'écoute un peu de tout. Mais il y a une chose que je déteste, c'est le rap. Pour moi, c'est pas de la musique. Je suis désolé pour ceux qui aiment le rap, mais même le slam, j'ai un peu de mal, mais j'arrive encore à l'accepter. Je sais que Grand Corps Malade a fait une chanson là pour, enfin, il a fait un slam pour l'hommage aux soignants, qui est pas mal. J'ai bien aimé, mais après non, c'est pas trop mon style. Moi, je suis plus variété française. Alors, quand j'étais ado, quand je me suis éveillé au niveau musical, j'écoutais Green Day, Maroon 5. Ce sont mes deux groupes préférés. J'ai voilà, j'ai été après je connais par cœur le répertoire des années 70-80 parce que j'ai toujours écouté ça avec mes proches, même des années 50 avec Luis Mariano ou Edith Piaf, etc. parce que mes grands-parents écoutaient ça. Donc voilà, moi au niveau musical, c'est vrai que c'est très large, mais j'écoute un peu de techno comme ça, mais j'aime beaucoup le disco aussi. Mais je suis à l'ancienne. Donc voilà, j'ai pas les musiques actuelles, j'en écoute bien sûr, mais le rap non. Puis surtout quand on voit certains rappeurs et leur influence néfaste, ça me donne encore moins envie. Et d'ailleurs, la musique, ce sera un des passages clés dans mon prochain livre aussi. C'est un chapitre que j'y consacre. Je suis pianiste au départ, et d'ailleurs Scrupule présente mon piano en couverture. Voilà, piano que j'ai chez mes parents. Et donc, je suis pianiste au départ. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, donc en 1998. Et bon, j'en fais plus depuis un moment parce que j'avais plus le temps, etc. Et j'ai pas de piano chez moi ici. Mais comment dire, la musique, ça m'a sauvé aussi du harcèlement. Ça a été une thérapie. Voilà. Donc par la suite, après Scrupule, dans la même foulée, j'ai été 7 mois à Carcassonne entre ma formation et la cité de Carcassonne. Et pendant 7 mois, j'ai écrit 2 livres. Ça a été la première fois que j'ai été aussi productif en si peu de temps. Et en fait, j'étais tout seul dans ma chambre, j'étais en autarcie. Et l'autarcie, finalement, m'a libéré. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que à cette époque-là, dans l'actualité, l'ancien ministre de l'Éducation nationale voulait parler de la théorie du genre, de la réforme du collège, de la réforme de l'orthographe. Ça m'a tellement énervé que j'ai fait ce livre, La loi du silence. Voilà. Qui est un ouvrage qui a marqué. Parce que souvent, certains lecteurs me disent que ça leur a marqué. La loi du silence, c'est un ouvrage euh, qui est en fait la suite de la trilogie de Jérôme Marchand. Donc en fait, il n'y a pas de trilogie, c'est devenu une saga. Et donc la particularité de ce livre, c'est que je l'ai écrit en 2015 et je parlais de 2020. Donc il est d'actualité, je puis dire, malgré le confinement. Parce qu'à l'époque, j'ai imaginé qu'à 30 ans, Jérôme Marchand devenait le nouveau professeur de français des examens littéraires de seconde, mais le système scolaire a bien changé. Alors que le baccalauréat se prépare, les programmes changent brusquement, obligeant Jérôme à revenir aux fondamentaux et à marginaliser sa manière d'enseigner. Alors que Jonathan Perrault, son ennemi d'hier, qui avait fait pourtant la paix avec lui, revient pour régler ses comptes, il devra faire face aux violences subies par sa fille à l'école primaire, tout en prenant d'être vigilant à celles qu'il subit au lycée avec ses élèves. Confronté et impuissant face à tout le système scolaire, arrivera-t-il à faire carrière dans l'enseignement et se faire entendre par les institutions? Autrement dit, c'est un sujet très d'actualité où je fais un petit hommage à Émile Zola. Alors, il y a eu la polémique avec le film J'accuse de Polanski, mais là, on va dire que c'est un hommage. Alors, j'ai repris un petit peu, mais avec Je m'insurge. Alors, c'est un poème pamphlétique. Donc, Je m'insurge de l'idiotie de l'éducation, des parents qui perdent parfois la raison en laissant leur progéniture s'abrutir un peu plus chaque jour de la bêtise à venir. Je m'insurge des cours de rap improvisés, des langues étrangères et mortes non étudiées, de cette civilisation finalement enfoncée dans les tréfonds d'un ridicule souvent dénoncé. Je m'insurge contre la politique du gouvernement, déjà à l'époque, qui perdra bientôt de nombreux enseignants s'il ne reprend pas la destinée de l'école en main, sauf s'il espère bien sûr de funestes lendemains. On m'a dit que c'était d'actualité, sûrement.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que justement, j'ai écrit ce livre avec vraiment une colère, une rage au ventre. Et à la fin du livre, ce que j'ai fait aussi pour Scrupule, j'ai mis des contacts utiles. Voilà, donc page d'information pratique, je sais pas si vous le voyez. Alors j'ai parlé d'une association aussi, mais je ne suis plus en contact avec cette association. Comment dire, on est resté on s'est pas quitté en très bons termes en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je veux plus parler de l'association, même si je lui ai fait il y a quelques années. Et puis par cette association aussi, j'ai fait des conférences. Pareil pour l'éditeur. Alors je préfère faire ça en aparté, mais l'éditeur c'est pareil. Je vous parlais de l'édition tout à l'heure. J'ai eu des soucis avec des éditeurs qui n'ont pas été sérieux et ça a failli finir au procès. Donc c'est pour ça que le monde de l'édition c'est un monde parfois cauchemardesque et c'est pour ça que j'ai beaucoup galéré et qu'encore aujourd'hui je cherche un éditeur qui puisse vraiment me faire durer. Voilà. Donc voilà, je vais poursuivre parce que j'ai mangé un peu de temps. Alors j'en ai encore 2 à présenter avant l'ASCO, donc je vais faire rapidement. Enquête de vérité, c'est un livre que j'ai voulu faire parce que j'avais vu le film Clo-Clo au Printemps du cinéma en 2012 et j'ai été bluffé par la performance de Jérémy Régnier. Clo-Clo, bah, j'ai toujours écouté la musique de Clo-Clo qui a été un de mes moteurs aussi dans l'écriture. Et donc Claude François, bah, je rends indirectement hommage dans ce livre à travers le personnage de John McClory qui est un chanteur populaire qui a l'apogée de sa carrière en 1977. Et donc il est l'idole des jeunes, il reçoit beaucoup de lettres d'admiratrices, mais il y a un jour une lettre qui lui tombe dessus, et une lettre anonyme et qui n'est pas menaçante. Et donc il va essayer de mener son enquête, donc il y a c'est une forme de roman policier avec un côté musical, et justement John va tomber sur cette lettre à plusieurs reprises, et ce sont apparemment lui ou les destinataires le connaissent bien, ou le connaît bien. Et donc, au fur et à mesure qu'il va remonter, eh bien, à la missive, à l'émetteur de cette lettre, on apprend beaucoup plus sur sa vie, etc. Donc vraiment, il a, c'est un livre. Voilà, j'ai voulu me faire plaisir. Alors, il n'a pas eu un grand retentissement parce que, voilà, là, j'ai pris le parti et j'ai pris un risque, c'est d'écrire sur une période que j'avais pas vécue. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir et pour moi, c'est ça la littérature. C'est aussi ne pas écrire ce qui est dans le vent. C'est-à-dire que je remarque beaucoup que les prix, notamment il y a 2-3 ans, c'était sur le nazisme. J'ai pas envie d'écrire sur le nazisme. Il y a tellement de bouquins sur le nazisme. Voilà, il y a déjà pas mal de choses qui se passent en ce moment. Je pense que l'actualité est déjà source d'inspiration. Et c'est vrai, je me rends compte que les sujets souvent primés ne sont pas ce que j'écris. Mais après, voilà, la liberté, elle est là. Du jour au lendemain, si on nous force à écrire des choses qu'on ne veut pas écrire, où est la liberté? Voilà. Et ensuite, dans le registre musical, donc encore une fois, j'ai voulu rendre hommage à mon instrument fétiche, le piano, Justin Flirt, qui est un roman justement où mon personnage s'appelle Justin et il est recherché par la police pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Un soir, il sort d'un concert à Bordeaux et puis dans une ruelle de Bordeaux, il assiste à une scène de crime. Il prévient les urgences et il s'approche de la victime pour voir si elle est toujours vivante. Et les policiers arrivent sur les lieux, ils pensent que c'est lui, donc il va s'enfuir. Ça va être une fuite en avant et donc il va essayer de changer de vie quelques années plus tard et il revient comme pianiste professionnel. Et en parallèle, il y a une jeune femme qui s'appelle Lise, qui elle est une libraire passionnée, mais qui n'a pas de vie sociale. Sa vie, ce n'est que les livres. Et donc, un soir, ils vont se rencontrer après le concert de Justin au Bataclan. Je voulais rendre hommage aussi aux victimes du Bataclan à travers ce livre. Et donc, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que il va y avoir une forme d'idylle, mais le passé de Justin va revenir progressivement à la surface, donc on ne sait pas si ça va pouvoir tenir le coup. Et en parlant justement des hommages, j'ai oublié de le dire, dans la loi du silence, j'ai fait un hommage aux victimes du Bataclan, victimes des attentats, puisque j'ai perdu un de mes lecteurs au Bataclan. C'était un jeune homme de 21 ans, il s'appelait Timothy Pinto, et 5 jours après les attentats du 13 novembre, j'ai reçu un message de sa meilleure amie Marguerite qui m'a dit qu'il avait été un lecteur de Souviens-toi et qu'il était décédé voilà, sous une mitraillette des terroristes. Donc ça m'a beaucoup touché. J'étais en pleine écriture de la loi du silence justement, donc j'ai consacré aussi une petite partie aux attentats.
Et voilà, donc je rends je rends hommage aux victimes, pardon, sachant que, alors c'est le neuvième je vous présente, je vais venir à la secours, ne vous inquiétez pas, je suis désolé, c'est un peu long, mais malheureusement j'ai connu aussi le harcèlement au travail, donc j'étais en entreprise dans une usine d'agroalimentaire et il y a quelques collègues qui me disaient mais pourquoi t'en ferais pas un livre, t'aurais de quoi écrire, etc. Euh, tu as les capacités de le faire. Donc, j'ai commencé à écrire le livre pendant que j'étais dans l'entreprise, mais après j'ai attendu un peu parce que je voulais pas que ça fasse comme Bec BD avec 99 francs. 99 francs qui parle de la publicité. Bec BD a été licencié pour faute grave pour ça. Donc je voulais éviter. Mais ce livre-là, Diviser pour mieux régner, je pense qu'on est en plein dedans. Alors on me dit, est-ce que c'est politique? Je dis non, mais ça, enfin, c'est un peu politique dans le sens où on s'attaque à la société de consommation, aux élites, etc. Mais c'est un livre que j'ai édité chez NDB Éditions, voilà, qui est une petite maison d'édition à Nantes. Alors il était sur Amazon, etc. Faudrait voir s'il est. Je crois qu'il est en version numérique. Faut regarder, mais je crois qu'il est en version numérique. Et justement, voilà. Alors, Annie, oui, en parlant d'actualité, actuellement, arrivez-vous tout de même, oui, oui, justement, je dirais pas que j'ai encore plus de travail qu'avant, mais en fait, je travaille, pour être honnête, 3 manuscrits à la fois. 3 manuscrits à la fois, parce que j'ai une dame à nouveau qui m'a contacté pour que j'écrive son livre, donc comme Elisabeth. Donc j'ai accepté, on travaille régulièrement ensemble. Ensuite, j'écris un journal du confinement. Alors c'est pas très original puisque tout le monde le fait, enfin en tout cas tous les auteurs. Et je réfléchis à la manière de le publier parce que je sais pas comment faire. Euh, J'y réfléchis, mais en tout cas j'ai des 40 pages et voilà donc je fais mes pensées quotidiennes. Enfin voilà, je reprends un peu l'information, etc. Donc c'est ma petite écriture quotidienne. Là franchement, je m'étale chaque jour. Voilà. Et puis ensuite, j'ai un manuscrit mais que j'avais délaissé pendant quelques mois parce que je faisais autre chose et je préparais mon autobiographie justement, qui me prenait pas mal la tête pour trouver un éditeur, que je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Mais c'est un manuscrit vraiment qui me tient à cœur. Et en fait, je l'avais laissé de côté, et il était pas bon. Il était pas bon et je m'étais acharné dessus, mais ça allait pas. Et puis le confinement a fait que, paf, le déclic. Et là, cet après-midi, j'ai passé 1 heure à le corriger, à reprendre, etc. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que en faisant le vide, en laissant un petit peu, on revient. Et puis, bon, j'ai été encouragé aussi. Et j'ai vu autrement. Et puis, c'est aussi en lisant. À l'époque où j'ai publié Sentiments partagés, je lisais pas quasiment, très peu. Donc j'ai, en lisant beaucoup de romans, etc., la structure. Et voilà, donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Alors, Diviser pour mieux régner, ça se passe à Carcassonne, dans une usine agroalimentaire, justement, où Michael est un jeune garçon de 25 ans qui a démissionné de la publicité en milieu parisien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il part avec sa compagne, qui s'appelle Laura, et elle n'avait pas envie de quitter la capitale puisqu'elle était secrétaire dans une bonne maison d'édition assez réputée. Donc il change de vie du jour au lendemain. Et puis bon, publicitaire, c'est quand même un sacré job, on gagne bien sa vie. Et là, il divise par 3 son salaire et il prend le premier job qui vient, c'est un job en usine. Et donc là, il va connaître un monde incroyable, harcèlement, délation, hypocrisie, etc. Harcèlement de travail. Et donc c'est un livre à qui je reverse 1 euro à une association, voilà, qui s'appelle les Ateliers. Donc le livre est à 20 euros. Voilà, donc comporte une dimension caritative. Les Ateliers du travail, j'ai fait une conférence avec une table ronde l'année dernière à Paris 2, avec notamment Stéphanie Gibaud aussi, qui est une lanceuse d'alerte chez UBS, qui a dénoncé l'évasion fiscale d'UBS, qui a subi un harcèlement d'État. Donc elle a écrit aussi des ouvrages. Et puis avec un ami proviseur qui s'appelle Dominique Nguyen Duplan, qui est maintenant au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes et qui est un excellent proviseur. Il a écrit 2 livres, notamment un proviseur K2.0, qui est un formidable bouquin. Il parle de l'autorité bienveillante, donc c'est super. Et c'est quelqu'un, je me rapproche un peu de lui parce qu'on est un peu pareil. Et surtout, il est prof de karaté 6e dan. Il fait des initiations aux arts martiaux pour lutter contre le stress des examens. C'est quelqu'un qui est très proche de ses élèves.
Maintenant, il gère un établissement de plus de 1500 élèves. Donc, vraiment un grand coup de chapeau à lui. Et si le monde enseignant et surtout les proviseurs pouvaient s'inspirer de quelqu'un comme lui, franchement, l'éducation nationale irait bien mieux, je pense. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui est exemplaire. Voilà. Et à la fin de Diviser pour mieux régner, j'ai consacré un guide pratique de 30 pages. 30 pages pour aider les victimes. Voilà. Donc si vous avez déjà été victime, c'est un guide pratique. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Je vais essayer de le montrer comme ceci. Définition, texte de loi, code pénal, voilà, les cas qui ont fait jurisprudence. Il y a plein de choses, des contacts, des statistiques, voilà. Donc il y a tout dessus. Et je vais enfin venir parce que je sais que j'ai déjà été en retard et j'en suis désolé. Mais vous voyez, c'est pas évident de parler de tout à la fois, chronologiquement parlant. Enfin, l'ASCO. Voilà. Alors, l'ASCO, il y a un petit mystère. Voilà. Comment est le livre? Ça, c'est le renfort, enfin le marque-page. Donc, c'est un livre que je ne pouvais pas ne pas écrire en travaillant à l'ASCO. C'est encore une fois un hommage à mon grand-père, parce que mon grand-père était passionné d'histoire. Dans le livre, je lui rends hommage en lui donnant une étiquette et un rôle de guide à l'ASCO 2. Alors, avant de parler plus en détail du livre, le livre se compose de la manière suivante. Il y a 2 préfaces. Thierry Félix, qui est un spécialiste de la découverte de l'ASCO, que j'ai rencontré avant que je devienne auteur, et qui faisait partie des gens que j'ai côtoyés dans les salons du livre. Ensuite, Denis Tox, qui est mon formateur en préhistoire, qui est mon collègue maintenant, et qui est peut-être la personne au monde qui connaît le mieux l'ASCO. Même Yves Coppens le reconnaît. Donc j'ai eu une chance incroyable, c'est de rencontrer des gens comme ça. Et si je suis aussi calé sur l'ASCO et on va dire sur la préhistoire et l'art des grottes aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là. Donc je tenais à leur rendre hommage, c'est la moindre des choses. Ces gens-là ont une particularité, ils ont un âge où ils ont grandi avec des gens comme Yves Coppens, André Glory, André Leroy-Gourand, tous ceux qui ont travaillé sur l'ASCO de près ou de loin. Et donc ce petit ouvrage est une forme de fiction autobiographique. Le but, c'est d'évoquer comment on a été formé. Parce que la première question qu'on nous pose quand on fait des visites guidées, c'est comment vous avez appris tout ça. Alors quand j'ai écrit le livre, quand j'ai eu l'idée du livre, c'était au moment de ma formation en préhistoire. Quand j'ai vu l'ASCO 4, qui est aussi appelé le Centre international de l'art pariétal, à Montignac, l'ASCO, eh bien, je faisais partie des privilégiés de ceux qui avaient accès à un CDI à la suite. Donc depuis décembre 2016, je suis en CDI à l'ASCO. Là, je suis au chômage technique à cause du virus. Et du coup, là, je ne travaille pas parce que j'étais en congé aussi. Je suis pas retourné depuis le 5 mars. Voilà. Et donc, ce livre-là est en partenariat avec France Bleu Périgord. Donc France Bleu a accepté ma demande de partenariat et ils m'ont permis quand même de bien vendre l'ouvrage, qui est peut-être aujourd'hui mon plus gros succès littéraire, pour être honnête. Alors c'est relatif parce que, étant donné que j'ai un éditeur aussi qui est sérieux, Kern, comment dire, a fait bien son travail et ça je tiens à le dire. Alors par contre, Kern ne publie que du régionalisme. Donc si vous écrivez sur essentiellement le Sud-Ouest, puisqu'ils sont basés au Pays Basque, voilà. Mais c'est un éditeur franchement qui publie beaucoup et qui m'a été recommandé et franchement je regrette pas. Voilà. Alors justement, l'ouvrage c'est une fiction autobiographique, mais à la fin j'ai voulu mettre un plan de l'ASCO. Donc ça c'est la grotte, la maquette. Voilà. C'est d'ailleurs un extrait de la thèse de Thierry Félix sur l'ASCO. Ensuite des remerciements et un texte aussi d'un philosophe qui s'appelle Jean-Paul Jaurès, qui a conçu une salle qui s'appelle la Galerie de l'Imaginaire. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le travail des artistes plasticiens, parce que les artistes qui ont travaillé à l'ASCO ont travaillé pendant 3 ans et demi, 31 mois de travail à peu près. Et donc, j'explique comment ils ont travaillé, les matériaux qu'ils ont utilisés, etc. Même des commentaires de visiteurs aussi assez insolites. Voilà. En visite, quelqu'un a dit Cro-Magnon vivait jusqu'à 40 ans environ. Ah bah au moins il ne vivait pas la ménopause, répond un visiteur. Voilà. Alors, on avait un livre d'or des meilleures remarques et du coup je m'en suis inspiré. Et puis une bibliographie aussi pour compléter l'ASCO. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais en fait parler de l'ASCO en tant que guide, parce que la plupart des ouvrages sur l'ASCO concernent, sont écrits par des préhistoriens. Alors je sais que Croc Books, vous êtes passionné par la préhistoire. Alors
moi, le vulgariser la préhistoire, c'est un peu comme Fred et Jamy. Je suis abonné d'ailleurs à Jamy, là, qui fait un jour à savoir en ce moment, en moment de confinement. Je suis en train de me refaire les vidéos du monde de Jamy. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours intéressé. Puis comme je ne suis pas scientifique et que j'aimais pas les maths et les sciences quand j'étais à l'école, moi j'ai toujours été un littéraire. Et bien, il m'a redonné goût à la science. Et j'ai toujours pensé que pour transmettre quelque chose, même de technique et de difficile, l'art d'enseigner, on l'a ou on l'a pas. Voilà. Et je pense que entre l'envie, l'action, mais aussi la manière de faire, c'est pour ça que moi le métier de guide m'a correspondu finalement parce que moi j'aime transmettre. J'ai pas voulu être prof. La loi du silence en est un des exemples parce que en tant que prof ayant déjà vécu le harcèlement, ça m'aurait pas plu. J'aurais démissionné rapidement. J'aurais été confronté aux parents et ça n'aurait pas fonctionné. Mais en tant que guide, j'ai un privilège, c'est que j'ai un groupe pendant 1 heure. Donc si le groupe ça se passe pas forcément bien parce qu'ils sont pas intéressés ou quoi que ce soit, bah, du coup je sais que ça passe 1 heure et puis ensuite je les vois plus. Mais parfois c'est le contraire. On a des groupes qui sont tellement exceptionnels, ça m'est arrivé plein de fois et heureusement, on n'a pas envie de les quitter. Et il m'est arrivé d'aller bien au-delà de ma visite guidée, de passer jusqu'à parfois 1 heure de plus avec eux. Mais c'est au feeling, c'est spontané et surtout c'est pas préparé. Le discours qu'on donne à l'ASCO, c'est pas du tout un discours préparé. J'ai créé mon propre discours à partir des éléments que Denis m'avait donnés. Et c'est pour ça que Denis, pour moi, c'est un père en préhistoire, quoi. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, quand j'ai commencé à l'ASCO 4, ça a été long parce que on avait le track, etc. Alors François Hollande à l'époque avait inauguré le site le 10 décembre 2016, le jour de l'ouverture, le 15 décembre, j'ai fait ma première visite. Et par la suite, dans ce livre, je raconte du coup comment on a été formé, comment on a travaillé, etc. Et j'ai fait aussi la découverte de l'ASCO en 1940, sachant qu'on va fêter les 80 ans de la découverte en septembre. Je fais aussi un deuil à d'autres grottes. Pour ceux qui connaissent un petit peu les grottes, j'ai visité Chauvet, qui a 36 000 ans. J'ai visité près de chez moi, c'est pas ce qui manque, hein, Rouffignac, comment dire, Fond de Gaume, Combarel, la grotte de Pêche-Mer dans le Lot, qui est la chapelle Sixtine du Quercy. Voilà. Il faudra qu'on se prévoie une visite avec quelques membres du groupe et quelques lecteurs. Ah bah oui, sachant que pour un groupe, pour former un groupe, c'est minimum 20 personnes, mais avec plaisir. Moi, ça me ferait grand plaisir. Et en plus, j'ai fait ce qui a quelque chose d'inédit dans un site comme celui-là. J'ai fait visite guidée lecture. Et ça a été une très belle expérience. C'est-à-dire que pendant ma visite guidée, j'ai lu des extraits du livre qui correspondaient parce que dans le livre, dans ce livre, j'ai des extraits de ma visite guidée. Alors ma visite que je faisais plutôt au début quand je commençais à l'ASCO. Voilà. Maintenant, j'ai un peu évolué, j'ai un peu changé. Évidemment, on se perfectionne, mais avec des anecdotes, etc. Mais voilà. Alors ce livre, il est chez Cairn Édition. Alors commandez pas sur Amazon. Hein. Bon, Amazon en plus en ce moment, c'est fermé. Il y a beaucoup de trucs qui sont réduits à néant. Mais voilà, je fais pas du tout marcher Amazon. Par contre, Cairn a des exemplaires. Alors bon, en ce moment, ils sont en stand-by aussi. En numérique, je crois qu'il a 99 en numérique. Donc, vous pouvez le commander en numérique. Il fait 110 pages, c'est un petit bouquin. Donc, ça vous fera passer le temps, quoi. Alors, ah ben super Crowbooks. Mais si vous voulez le bouquin pour le blog, il faudra demander à Cairn. Il y aura pas de souci. Alors, j'ai pas été guide à Carcassonne, Christian. J'ai été agent d'accueil à l'office du tourisme. Et justement, à l'époque, il y a des collègues qui me disaient, mais pourquoi tu fais pas guide? Et moi, j'étais persuadé, parce que j'ai été formaté comme ça à l'école, c'est que, de toute façon, pour être guide, il faut avoir un diplôme, quoi. Donc, j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités. Alors qu'en tant qu'agent d'accueil, j'ai fait des mini-conférences, etc. On était dans une petite tour à l'entrée de la cité, à côté de Dame Carcasse, et j'ai passé 2 mois extraordinaires. J'ai eu des super collègues, et voilà, et ça me peine beaucoup maintenant, parce que depuis qu'il y a eu les inondations et l'attentat de Trèbes, ça a beaucoup évolué malheureusement et pas forcément bien au niveau touristique, et puis là avec le virus c'est encore pire. Mais j'ai une pensée souvent pour mes collègues à Carcassonne parce que j'avais passé un très bon moment et je me suis beaucoup enrichi intellectuellement. J'ai beaucoup visité le musée, notamment le musée Jo Bousquet qui est rue de Verdun Carcassonne, qui est un musée
super sympa, le musée des Beaux-Arts, qui a été pour moi un des plus beaux musées que j'ai visité. Mais si vous venez en Dordogne, il y a le musée, la MAP, le musée d'art et d'archéologie du Périgord, qui est fabuleux aussi. Voilà. Annie, oui, Fnac de Citre. Lascaux, il est sur tous les supports. Donc, n'hésitez pas. Il est à 11 euros. J'ai essayé de descendre assez bas au niveau du prix parce que le but c'était voilà, c'était de se faire plaisir. Voilà. Donc par la suite, Lascaux, oui, ça reste la chapelle Sixtine de la préhistoire. Et là, cette année, pour moi, c'est le stand-by au niveau des publications, comme la plupart des auteurs d'ailleurs. Mais là, pour moi, c'est une année de transition pour redémarrer. J'ai plein de projets. Et donc, voilà, l'année prochaine, je vise justement l'autobiographie. Voilà. Je vous donnerai pas le titre, je vous laisserai le suspense. Mais voilà, c'est un livre qui va faire un peu mal parce que je dénonce le système et là, je me lâche, quoi. Je me lâche sur le monde de la littérature, sur la pilisation de la littérature aussi, sur l'écologie, sur alors c'était avant le virus, donc je sais pas si je rajouterai le virus, mais je parle aussi quoi d'autre, de mon parcours aussi au niveau du sport, de la musique, bien sûr du harcèlement et de mon combat. Bref, il y aura pas mal de choses, mais là ce sera du politiquement correct et ce sera vraiment direct, sans filtre. Voilà. Donc ça c'est un projet qui me tient à cœur et voilà. Après oui, j'ai un projet, mais de toute façon parfois j'ai des idées de bouquins puis il y en a d'autres qui arrivent en cours de route. Donc théoriquement j'étais tranquille jusqu'à 2025-2030 au niveau des projets. Donc pour l'instant voilà, je continue, quoi. Voilà. Et ben, fait pile par 1h11, donc je regarde vos questions si vous en avez. Je crois avoir tout dit. Alors pour la loi du silence, c'est pareil, j'ai eu une autre nomination, à Mazamet aussi. Et même à Toulouse, j'ai failli être primé aussi. La loi du silence, et souviens-toi, je crois que ce sont les ouvrages qui ont été les plus proches des prix. Donc voilà. Alors, voilà. Donc n'hésitez pas. Alors pour les ouvrages, le plus simple, sur mon site internet nicolasbouvier.fr, j'ai mis le site en commentaire. Eh bien, j'ai un stock de livres, donc vous avez un onglet newsletter, etc. Enfin, voilà. Et puis ensuite, vous m'envoyez un message, et puis ensuite, je vous répondrai avec mon adresse mail, et voilà, on fait simple. Voilà. Par la suite, de toute façon, Lascaux, le livre est disponible avec Kern, divisé pour mieux régner, NDB édition. Après les autres, c'est comment dire, je les garde avec moi, donc de toute manière, il y aura toujours du stock. Est-ce que tu écriras les vrais noms? Les vrais noms, c'est-à-dire? J'ai pas trop compris la question, Annie. Parce qu'en général, pour mon autobiographie, peut-être, j'ai, ah, euh, non, pas trop. Disons que pour être tranquille, au niveau juridique, etc., il y a des pseudos, mais en fait, je cite pas énormément de gens. C'est-à-dire que je dis un gars, etc. Je veux pas leur faire de pub, déjà. Mais non, après, si, des personnalités que j'ai rencontrées, par exemple. Voilà. Mais à part ça, non, je cite pas trop les noms. C'est toujours litigieux, ça, et puis c'est compliqué, voilà. Donc au moins, il n'y a pas de souci là-dessus. Je préfère rester neutre, si je puis dire. Mais voilà, après, non, ce projet-là, il me tient à cœur. Mais c'est vrai que là, bon, le journal du confinement, oui, je réfléchis à le publier d'une certaine manière, mais j'ai pas envie de me faire du fric sur ce virus. Donc je réfléchis, soit je le publierai à titre gratuit sur mon site, c'était ma première idée, le rendre accessible gratuitement, ou alors passer par un éditeur et faire payer ne serait-ce qu'1 ou 2 euros et reverser tout ça à une association. Voilà. J'ai envie que ce soit plus un livre caritatif qui soit en hommage au personnel soignant, etc. Parce que voilà, je sais que c'est un moment difficile pour eux et que à côté, moi, je suis privilégié, on va dire. Donc voilà, puis c'est un bouquin où je mettrai tous les films que j'ai vus, tous les bouquins que j'ai lus, etc. Donc voilà, c'est
c'est un livre sans prétention, quoi. Je sais qu'en plus, quand le confinement sera fini, tout le monde va sortir son bouquin de confinement. J'ai pas envie parce que c'est rébarbatif, quoi. Voilà. Ah, bien sûr, Crockbooks, si vous commandez auprès de moi, je vous ferai une dédicace. Ah bah ça, de toute façon, voilà, il y a que si on me demande de pas la faire, et ça m'est déjà arrivé, mais sinon, non. Ou sinon, alors, Annie, vous pouvez changer les noms, oui. Changer les noms à ce moment-là. Moi, c'est pareil, pour certains ouvrages, je voulais citer des gens connus, mais c'était pas facile. Je suis même pas sûr que les personnalités que j'ai citées, que j'ai pu rencontrer, je pourrais les citer. Donc, je mettrai, voilà, dans le bouquin de Claude François, par exemple, je sais plus ce que j'avais mis. J'avais mis, je voulais rendre hommage aussi à Michel Sardou, et j'ai mis Michel Grandou. J'avais mis Michel Grandou. Voilà. Que voilà, j'ai trouvé un subterfuge, on va dire. Ouais, bah moi je fais les dédicaces, c'est pas pour un tel bien amicalement Nicolas Bouvier. Ça c'est non, moi c'est des dédicaces, elles font toute la page, hein. Moi non, je suis pas j'allais dire du Marc Lévy, oui, parce que Marc Lévy, j'avais déjà eu un bouquin dédicacé de lui, c'est pour un tel amicalement et Marc Lévy. Bon, je veux dire, c'est dommage de passer du temps en dédicace pour ça. Pour moi, c'est l'échange. Enfin, je veux dire, c'est artisanal. C'est artisanal. Et limite, si je peux faire un poème en dédicace, je le ferai, quoi. J'ai eu le plaisir dans mon parcours de faire des dédicaces en espagnol et en anglais aussi. Et pour l'ASCO, ma plus grande frustration, c'est de ne pas avoir pu faire traduire le bouquin. Parce que nombre de fois, avant même que le livre soit sorti, on m'avait proposé de traduire en anglais, en espagnol. Il y a même eux qui étaient prêts à me payer pour ça. Mais mon éditeur a dit c'est pas possible, c'est trop coûteux. Donc voilà, c'est pour ça. Mais je en veux pas à mon éditeur parce que vu sa structure, c'est pas Albin Michel non plus. Mais j'espère qu'un jour, c'est pas contre Carme que j'apprécie, mais que le bouquin sera racheté par une grande maison d'édition qui pourra le traduire dans plus de villes. Parce que l'ASCO c'est universel. Et à l'ASCO, j'ai rencontré des visiteurs qui venaient de Macédoine, d'Alaska, etc. et qui ont tous appris à l'école. Donc on voit bien quand même que la préhistoire est redevenue à la mode depuis ces dernières années. Et il y a eu un reportage qui est passé à Capital l'année dernière en plein été, parce qu'on a eu Capital en tournage à l'ASCO 4, et justement ils ont tourné pour parler du tourisme souterrain, parce que ça redevient de plus en plus à la mode. Donc voilà. Mais après, oui, juste petite précision, il y a plusieurs Lascaux. Alors on dit les grottes de Lascaux, mais en fait c'est un parce qu'il y en a qu'une. La grotte originale, elle a fermé en 1963. Elle a été réouverte pour 5 visiteurs par jour à partir de 1973 jusqu'à juillet 2001. Il y a eu de nouvelles maladies qui sont arrivées, donc depuis juillet 2001, plus personne ne peut y entrer. Moi, j'ai pas pu y aller, on peut pas y aller, c'est interdit. Et ensuite, Lascaux 2, ça on l'explique à Lascaux, c'est très loin à expliquer, mais c'est passionnant. Lascaux est un projet qui a commencé en 1983, qui ouvre chaque année depuis 1983 du mois d'avril au mois d'octobre, qui ne présente que la première partie de la grotte, la seconde. Ensuite, il y a eu Lascaux 3, qui est la seconde partie de la grotte, qui est une forme de visite itinérante, un musée itinérant qui fait le tour du monde. Et ils étaient l'année dernière à Munich, et cette année ça a été annulé, ça devait être à Naples. Et justement, moi je travaillais encore quand il y a eu le coronavirus à Naples, et donc l'inauguration a été annulée. Et ensuite, on a l'ASCO 4, donc qui est le projet qui a été fait entre 2013 et 2016, 3 années de travail d'architecture par Snohetta, un cabinet norvégien. Et donc le 15 décembre 2016, quand j'ai commencé à travailler, eh bien, on avait toute la grotte reconstituée avec une partie muséographique, notamment un atelier qui s'appelle l'atelier Lascaux pour retrouver certaines parois de la grotte. L'avantage de cet atelier, c'est que j'ai jamais vu, c'est qu'on on fait l'association entre l'art des grottes et le numérique. Donc on fait sortir avec des lumières 3D, enfin, lumière ultraviolette ou du numérique, les gravures qu'on ne pouvait pas dans la grotte. Et ça, c'est la première fois. Même les préhistoriens étaient éberlués. Ensuite, on a le théâtre de l'art pariétal pour comprendre l'histoire des découvertes de grottes depuis le 19e siècle. On a le cinéma 3D pour avoir une sorte d'aspect philosophique sur nous-mêmes, sur pourquoi. Voilà, pourquoi ils décorent les grottes, quel est le but. On a une réalité virtuelle aussi sur pénétrer dans la grotte en plusieurs dimensions pendant 3 minutes avec un casque de réalité virtuelle. Et on voit toute la grotte comme si on y était il y a 20 000 ans.
Et enfin, il y a la Galerie de l'Imaginaire, qui est une salle extraordinaire. J'ai eu la chance de faire la nuit des musées en tant que guide, une soirée spéciale pendant 1 heure, où justement on a parlé de la relation entre l'art des grottes et l'art contemporain. Voilà, donc je me suis initié à l'art contemporain avec Lascaux. C'est assez surprenant, mais justement Lascaux mène à tout. Et j'ai fait une rencontre absolument incroyable, donc je regrette pas du tout Lascaux. Au contraire, je regrette presque de ne pas avoir connu Lascaux plus tôt, parce que ça m'a ouvert des portes exceptionnelles. Et c'est peut-être un des endroits où on rencontre le public le plus incroyable, quoi, parce que c'est un public essentiellement de passionnés, les historiens de l'art, voilà. Donc on a eu des personnalités aussi qui sont venues, des acteurs. Les derniers en date, c'est quand il y a eu un tournage avec Matt Damon et Ben Affleck en Dordogne, de Last, qui est un film sur le Moyen Âge au XIIIe siècle. Ils ont tourné à Bénac. Et Adam Driver, qui a joué dans Star Wars, est venu à Lascaux au mois de février. Donc il nous a salués, etc. Donc voilà, on a eu aussi une grille de Bettencourt en 1er janvier. Enfin voilà, on a eu pas mal d'acteurs. Donc c'est assez plaisant et puis c'est sympathique, quoi. Voilà. Voilà, messieurs, dames, bah, écoutez, merci à vous, en tout cas, d'avoir été présents. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà. Je peux répondre aux questions, j'ai tout mon temps. Il n'y a pas de souci, si vous voulez continuer. J'essaye de... Ouais, 1h20. Là, je parle beaucoup, hein. C'est vrai que... Mais encore, si on parlait que du harcèlement à l'école, je passerais 3 heures. J'ai fait une conférence une fois, il y a 2 ans à Nantes, avec des sourds. C'était en langue des signes. Parce que mon éditrice, NDB Édition, est spécialisée dans la langue des signes parce que son mari est sourd. Et j'ai fait une conférence pendant 3 heures, non-stop, traduite en langue des signes. Donc ça a été assez intense, quoi. Voilà. Donc ma plus belle expérience en tant que conférencier, en tant qu'intervenant en harcèlement, c'était dans un collège international à Ferney-Volin. Et, j'ai fait face à 900 élèves pendant une semaine. Émotionnellement, ça a été fort. Et j'ai eu des jeunes qui se sont livrés à moi. Ça faisait plus de 10 ans qu'ils vivaient le harcèlement et ils tombaient en pleurs dans mes bras. Donc ça a été vraiment enrichissant. Voilà. Donc ça a été quand même exceptionnel. Est-ce que la grotte originale est découverte entièrement? Reste-t-il des espaces à découvrir, Christiane? Alors, officiellement, il n'y a plus rien à découvrir. Officieusement, c'est plus compliqué. Parce qu'en réalité, officieusement, toutes les fouilles n'ont pas été faites. Il faut savoir que quand Lascaux a été découvert, le but c'était de l'ouvrir le plus rapidement possible. Alors l'abbé Breuil, qui est surnommé à l'époque le pape de la préhistoire, a été le premier à l'authentifier. C'est comme ça qu'il a surnommé Chapelle Sixtine de la préhistoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'abbé Glory, qui a travaillé entre 1952 et 1963, qui est un disciple de l'abbé Breuil, lui a fait quelques fouilles, il a récolté certaines lampes à graisse qui permettaient à Cro-Magnon jadis de pouvoir s'éclairer. Il y a eu pas mal de vols aussi, il faut le dire, des gens qui ont voulu garder ça pour eux, des gens qui ont voulu revendre certains objets. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, donc il n'y a pas eu énormément de fouilles. Donc voilà, par contre, au niveau des parois décorées, tout a été décoré, même dans les endroits les plus reculés. Donc ça, je vous invite à découvrir le livre pour en savoir plus, parce que franchement, Lascaux, on a l'impression que c'est jamais fini. Même si on croit que c'est fini, parce que à partir du moment où, par exemple, j'ai des visiteurs qui ont vu d'autres grottes, il m'était déjà avec un groupe de visiteurs de faire des visites comparées. On a aussi, alors avant, ce qu'on avait, c'était des visites prestige. Pour moi, ce sont mes préférés. Alors mes collègues le savent parce que moi, j'adore passer du temps dans la grotte. C'est 1h30 de visite avec un guide. C'est une visite privée en quelque sorte. C'est-à-dire que on fait la grotte, on fait les extérieurs parce qu'il y a un parcours extérieur avant d'entrer dans la grotte. La grotte, c'est qu'au bout d'un quart d'heure qu'on y rentre, mais on aménage à l'extérieur et on peut passer tout le temps qu'on veut dans la grotte et ensuite on fait l'atelier. Moi, j'ai toujours une petite surprise à proposer à mes visiteurs lorsqu'on a fini la visite si on a un peu de temps. Voilà. Et parfois, il m'arrive de passer 1h40. Voilà. Donc la visite prestige, pour moi, c'est le top, mais de préférence, bien sûr, avec des gens qui sont passionnés. Parce que celui qui arrive là, parce qu'il s'est dit, tiens, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, ça nous est déjà arrivé, surtout quand il y avait énormément de monde, et c'est moins agréable, parce qu'il y a des collègues qui étaient dégoûtés parce qu'ils étaient passionnés, mais les autres s'en foutaient royalement. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Voilà. Ben, merci pour ce live, en tout cas. Avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, je suis joignable sur mon site,
Là, j'ai prévu de me déconnecter un peu des réseaux là ces prochains temps parce que c'est un peu toxique des fois. Et puis voilà, donc puis j'ai du travail littéraire. Donc voilà, mais en tout cas, on reste en contact. Et puis merci pour vos commentaires, pour votre présence. Et je